Merci de nous regarder de partout ailleurs, mesdames, messieurs. Vous suivez votre magazine Savoir Plus sur votre télévision. Vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles et qui possède 70%, en tout cas de la réserve de l'exportation du cobalt à travers le monde. Et la question que tout le monde se pose, c'est celle de savoir, est-ce une bénédiction ou malédiction d'avoir toutes ces ressources minières, parce que le système économique de la République démocratique du Congo est toujours au rabais et jusque-là, on n'arrive pas bien sûr à mettre à niveau les conditions sociales de la population. Alors, la question principale, à qui profitent les mines de la RDC? Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Freddy Mulumba. Il est journaliste, politologue, également qui décortique plusieurs questions sur le plan international. Freddy Mulumba, bienvenue. Merci, cher ami. Freddy Mulumba, pas Mulumba. Mulumba. Bienvenue. Merci, cher ami. Vous êtes journaliste, politologue, et également beaucoup de titres qui vous sont donnés à travers l'Afrique, parce que vous revenez, je vais l'annoncer quand même, vous revenez fraîchement de Yaoundé. Oui, je viens vous avez été tenir une conférence avec les journalistes écrivains Charles Onana sur Holocauste au Congo. Ça a été? Oui, vous savez, ce qui m'a frappé quand vous arrivez à Yaoundé, j'ai beaucoup d'amis dans la presse, j'étais étonné de voir que les gens ont peur de Kagame. Ah bon? Oui, quand je leur ai dit que je suis venu pour parler du livre de Charles Onana, ils me disent, mais non, faites attention, Kagame tue des gens ici. Okay, j'ai vite compris qu'ils ont peur, et puis j'ai parlé à notre ambassadeur qui est un véritable combattant de l'UDPS. Il a vite compris. Kagame tue les gens à Yaoundé. Oui, parce qu'il y a eu quelques assassinats. Il y a un réseau très fort. Oui, il y a un réseau très fort, et puis ça a créé la peur parce qu'il y a eu beaucoup d'opposants rwandais qui ont été assassinés. Et les peuples, les élites camerounaises sont très traumatisés. Et l'image qu'on donne de lui à l'extérieur fait peur. J'ai rencontré des grands professeurs pour venir, ce n'était pas facile. C'est ainsi qu'on a discuté avec notre ambassadeur. On a décidé qu'on parle à la communauté congolaise, mais aussi à quelques Camerounais qui sont intéressés par la question du Congo, en particulier mon ami professeur vice-recteur Jean-Emmanuel Pondi. Qu'est-ce qui a été l'appréciation des Camerounais face à cette question qui touche la République démocratique du Congo, surtout que la guerre a dû, en tout cas, a tant duré sur l'ensemble de la République, surtout à l'Est, avec beaucoup de millions de morts? Ils ne sont pas au courant. C'est ça un peu, nous avons un déficit. Oui. Un grand déficit en communication. D'abord, quand j'ai présenté le livre de Charles Onana, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un livre. Ils ne savaient même pas. Et quand ils ont vu les discussions qu'on a tenues avec notre ambassadeur, ils ont compris qu'il y a quand même un problème au Congo. Tu sais pourquoi? C'est parce que, d'abord, nous, on ne fait pas la communication extérieure en Afrique. Et deuxième chose, c'est que les gens suivent RFI, France 24. Il y a censure sur le Congo, sur ces chaînes-là. Donc, c'est difficile que quelqu'un qui est au Cameroun, tout comme au Tchad, soit au courant de ce qui se passe au Congo, si nous-mêmes, on ne fait pas ce travail de communication et d'information. Déficit communicationnel, la faute incombe à vous, intellectuels? Non, c'est un problème politique, c'est un problème du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit décider quelle est la ligne qu'on doit prendre par rapport, je dirais un peu, à la guerre, par exemple. Il faut normalement qu'il y ait une communication du gouvernement. Normalement, on doit organiser des grandes conférences à Kinshasa en invitant des intellectuels africains, tout comme occidentaux, en invitant aussi de la presse africaine ou bien occidentale ou bien américaine. C'est comme ça que l'information circule. Mais si vous ne faites pas ça, on est à Kinshasa, nous discutons, ça se limite entre nous. D'autres ne savent pas. Le comble, lorsqu'il y a des conférences qui sont prévues, en tout cas, peu sont ceux-là qui s'intéressent. Non, c'est question de faire la publicité. Moi, j'ai fait des conférences ici. Les salles sont pleines. Ça dépend maintenant du contenu. Pleines, oui, mais avec... Avec des Congolais qui sont conscients, qui sont intéressés. On ne paye rien, on ne met pas des bus comme les partis politiques, mais les gens viennent d'eux-mêmes. Et les salles sont pleines. Freddy Mulumba, la question principale de ce magazine, à qui profitent les mines congolaises? Oui, d'abord la question malédiction, tout comme bénédiction, parce qu'on a beaucoup de richesses.
Oui, oui, je pense... On a eu l'impression telle que c'est avoir des mines, bien sûr, des ressources minières, parce que détenir 70% de l'exportation pour ce qui concerne le cobalt à travers le monde, c'est vraiment une bénédiction. Mais est-ce que les Congolais lui-même profitent de ces ressources minières? Oui, c'est là moi j'ai dit, déjà nous sommes tombés dans un piège. Parce que le discours qui est tenu sur le plan international, c'est la malédiction. Donc si vous avez des mines, vous aurez des problèmes, ce qui est vrai. Mais quand vous prenez les pays comme la Russie est plus riche que nous. En ressources minières? Oui, plus riche que nous. Plus riche. Mais pourquoi ces gens ne se permettent pas d'aller faire des ordres en Russie? C'est parce qu'il y a Poutine. Donc, quand vous avez des richesses, vous devez apprendre à les protéger. Sinon, on vient les prendre gratuitement. Donc, nous sommes dans ces conditions-là. On a des richesses, mais on ne les protège pas suffisamment. Voilà pourquoi tous les bandits du monde passent par Kagame, Museveni, pour nous faire des guerres et nous piller. Donc, il nous faut une armée forte. Une grande armée d'un côté. De l'autre côté, il faut des élites qui ont l'esprit de grandeur, des ambitions, de puissance. Ça nous manque. Notre élite est réduite au niveau de la mangeoire. Avoir une maison, une voiture. Or, on ne pense pas au futur. On ne pense pas à la grandeur du pays. Nous sommes une puissance. Donc il faut avoir un esprit de non puissant pour gérer tout le Congo et gérer toute l'Afrique centrale. Ça nous manque jusqu'à présent. Je pense qu'avec l'arrivée de Fachi, on voit déjà des signaux. On peut avoir l'espoir. Fachi n'est pas arrivé aujourd'hui au pouvoir. Hein. Ça fait déjà 5 ans qu'il est au pouvoir. Oui. On ne sent pas qu'il y a des signaux pour, en tout cas, remettre cette dignité-là au peuple congolais. Parce que les mines continuent à être pillées et vendues à vil prix, ça vous le savez. Vous savez, dans son premier mandat, Fachi est parti à la Lualaba. Il a parlé clairement. Il a dit que ce n'est pas normal que Lualaba, oui, je pense, chez Fifi Masoka, Lualaba, oui. Qui a été réélu gouverneur. Oui, que la Lualaba regorge au moins 70% des cobalt du monde et qu'on voit la population dans une pauvreté incommensurable. Et puis il y a la pollution. Il a pris parole. Il a dit clairement on doit revoir tous les contrats miniers. En commençant par le contrat chinois. On l'a fait. Aujourd'hui, on a des résultats. Mais malheureusement, on ne fait pas la communication. On ne communique pas assez. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des équipes qui voient qu'est-ce que Fachi avait dit dès le début. Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Aujourd'hui, les Chinois ont accepté de payer notre argent. On parle de 7 milliards de dollars qu'on va récupérer que les gens qui étaient sous Kabila avaient mis dans des poches. La Chine est d'accord maintenant de travailler avec le Congo sur de bonnes bases. Mais si Fachi n'était pas là, on serait où? Donc il faudrait expliquer aux gens. Les gens ne comprennent pas ici. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, dès la création, c'était une entreprise internationale. Celui qui gérait, c'était Léopold II. Donc toutes les mines là, que nous avons ici, il y a des gens qui pensent que ça leur appartient. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aucune firme internationale ne peut venir s'installer au Congo sans pour autant visiter ceux-là qui étaient avant comme occupants de la RDC. Non, le problème ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le capitalisme, le système capitaliste d'accumulation par dépossession. C'est ça l'Occident. Ils sont venus chez nous. D'abord, ils ont fait l'esclavage. On a vendu des gens en Amérique. Après l'esclavage, ils ont fait la colonisation. Pourquoi ils ont colonisé? C'est parce qu'il y avait une industrialisation. On avait besoin de matières premières. Ils ont décidé de prendre ces matières premières gratuitement. Léopold a fait un décret le 1er juillet 1885 en prenant possession de toutes les terres non vacantes. Pour lui, cette terre-là lui appartient. Depuis 1900, Léopold a signé des accords, donc de conventions, de contrats avec de multinationales anglo-saxonnes. Ils ont créé ce qu'on appelle des entreprises mixtes entre l'État indépendant du Congo et les privés, pour la plupart occidentaux, pour ne pas dire blancs, oui. Et en majorité anglo-saxons. Ils ont signé des contrats. C'était des concessions de 99 ans. Donc ça à peu près 100 ans. Il y a le professeur Mbanza Malale de l'université de Lubumbashi qui a fait une thèse sur ça, sur les aspects juridiques de la crise
en RD Congo de 1860 à 1990, je pense. 1990. Banza a démontré les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Que tous les accords, toutes les conventions signées entre Léopold II et ses multinationales sont arrivées à terme entre 1990 et 2011. Donc en 2011, toutes les mines devraient revenir au Congo, à l'État congolais. Et ceux qui avaient signé avec Léopold II pensaient que les mines leur appartiennent. Donc il faut maintenant qu'on puisse, pas renégocier, qu'on puisse allonger, qu'on puisse encore signer des conventions pour 99 ans. Et vous allez voir, c'est surtout... Comme on a parlé des contrats léonais avec Feste Quantum. Non, ça ne sont pas des contrats léonais, ce sont des contrats signés entre l'État congolais, représenté par Léopold II, et des multinationales anglo-saxonnes. C'est entre 1900 et 1926. Justement, parce que vous êtes arrivé en 2011. 2011, c'était terminé. Normalement, le Congo devrait récupérer. C'est pour vous expliquer des guerres qui ont commencé avec le départ de Mobutu à 90 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, ces gens-là, ils disent qu'on doit encore reconduire leurs conventions. Voilà pourquoi il y a la guerre à l'Est. Donc, ces mines-là n'appartiennent pas au Congo, ou bien aux Congolais. Donc, quand on parle de malédiction, ce ne sont pas des malédictions. Nous sommes victimes du capitalisme occidental prédateur. Ce qu'on appelle l'accumulation par des possessions. On vient, on fait les guerres, on prend. On n'achète pas, on ne négocie pas avec eux. C'est ça l'esprit occidental. Nous concluons que jusqu'à aujourd'hui, les mines profitent à l'Occident. Oui, les mines profitent aux capitalistes occidentaux. Pas l'Occident, la population n'en profite même pas. Aux capitalistes occidentaux. Ce qui est à Berlin en 1885. Donc, ce qui est à Berlin, ce n'était pas des politiques. C'était des hommes d'affaires qui étaient cachés derrière les hommes politiques. Les hommes politiques ont discuté. Mais ce qui était sur le terrain, c'était des hommes d'affaires. Donc c'est là où nous voyons ce qui se passe. Vous voyez, tantôt au Katanga, tantôt au Kivu, Ituri. Il n'y a pas un fait de hasard. C'est là où les conventions devraient arriver à la fin, à terme. Maintenant, les soi-disant propriétaires préfèrent garder la main sur les richesses. Alors, avec tout ce que vous évoquez comme raison, comme problème qui touche la République démocratique du Congo, mais les dirigeants qu'ont-ils fait? C'est vrai que vous allez chanter ici qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, les choses changeraient, mais jusqu'alors, on ne voit aucun changement, surtout en matière minière. C'est vrai qu'il y a eu ces contrats révisités avec la Chine, mais encore, c'est 17 ans. C'est 17 ans après Tshisekedi. Qu'est-ce qui va venir encore après? Non, c'est la raison pour laquelle il faut profiter avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, de mettre de bonnes bases. Ça signifie que les problèmes, la question du Congo ne concerne pas le président seul. C'est le travail des élites. C'est en lisant l'histoire de ces pays, toutes les souffrances qu'on a connues, de tirer les leçons pour que l'histoire ne se répète pas. Je pense avec l'arrivée de Félix, il y a la liberté, d'abord, il y a la volonté, on sent, c'est un politique. Il n'a pas pris les pouvoirs par des armes, il n'a pas fait de guerre, il n'a pas fait un coup d'État. Élection. C'est déjà positif. C'est déjà positif. Maintenant, il faudrait que les élites comprennent. C'est une opportunité. Nous faisons quoi pour récupérer nos richesses? Il faut un travail des intellectuels, un travail des universitaires, un travail des médias. Comme ça, l'opinion est au courant. Et quand ça ne marche pas, nous sommes tous dans la rue pour réclamer nos minéraux. Mais pour le moment, les universitaires sont tous... tout le monde dort. Les médias sont ailleurs. Entre-temps, on pille, mais nous vole. Nous vous avons invité pour parler de ça. Les médias n'est pas ailleurs. Non, je voudrais que ça soit au niveau de la politique gouvernementale. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Les mines de Urubaya, vous connaissez? Oui. C'est 80% du coltan du monde. Donc ça, ces mines-là, en tout cas, le monde aura des problèmes. Le monde un peu technologique aura des problèmes. Mais ces mines sont occupées actuellement par les Rwandais. L'armée rwandaise est là. On pille, on exporte à travers Kigali. Ce sont nos amis occidentaux qui viennent donner des leçons de liberté, démocratie, bonne gouvernance, qui achètent. Pour preuve,
L'Union européenne vient de signer un accord avec Kagame. Ça signifie quoi? Ces gens pensent que ces minéraux leur appartiennent. Donc, on ne peut pas accepter, qu'on les empêche d'avoir l'accès à ces minéraux. On dit à Kagame, allez faire des guerres, allez, occupez. Vous parlez où? Tous les médias sont contrôlés par eux. Ni Tété, les présidents aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand vous dites qu'on n'a rien fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire. Ni Tété, les présidents, en tout cas ces pays aujourd'hui, nous sommes dans le pétrin. Il a fait le tour du monde, il parle aux Nations Unies. Il est parti en Angleterre, il a parlé au roi. Partout, il passe le même discours. Une question, est-ce que les Congolais sont conscients? En commençant par les journalistes. Rien. Ça, ce n'est pas le travail du président, c'est ça être l'élite. L'élite prend l'initiative. Les journalistes conscients vous appellent pour chercher à trouver des solutions, des pistes de solutions, pour en tout cas contrecarrer ces mais il faudrait que ça soit... Mais les combles, est-ce que l'on accuse également l'homme congolais, en lieu place d'agir, lui préfère de pleurnicher. Est-ce normal? Non. C'est un faux problème. On ne pleurniche pas. On dénonce. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, nous sommes en face de qui? C'est le capitalisme mondial qui est à Kinshasa, donc qui est au Congo. C'est une machine, une grande machine. Hein? Ce n'est pas un État. Donc si vous ne dénoncez pas suffisamment, si la population ne se met pas debout, il n'y aura rien. Parce que personne ne viendra défendre nos intérêts. Et faudra-t-il aussi qu'en communiquant, il faut que les moyens aussi soient conséquents, soient mis à la disposition de vous intellectuels, de vous qui organisez des conférences à travers l'Afrique, oui, même à travers le monde. Non, les moyens viennent, ça c'est au niveau du pouvoir politique. Il faut qu'il y ait une politique de communication sur le plan national. Cette politique n'existe pas, c'est le plus grand problème maintenant. Mais ça n'empêche pas que nous qui sommes Congolais, conscients, qu'on fasse des conférences. On les fait avec nos propres moyens. On ne demande pas à les faire ça. C'est ça que vous faites, c'est avec vos propres moyens. Mais on va faire avec quoi? Vous n'êtes pas soutenu par le ministère de la Communication et Médias? Je ne voudrais pas entrer dans des polémiques. Ah bon? Je ne voudrais pas entrer dans les polémiques. Tout ce que nous faisons là sont nos propres fonds. Je peux vous dire ça. Bon, c'était aussi une façon pour vous de vous attirer de la sympathie. Non, pas la sympathie, c'est ça le drame. Oui. Ça fait... Non, mais c'est ce qui s'est raconté. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui s'est raconté. Oui, les gens se trompent. Depuis 2009, j'étais le patron du groupe de presse Le Potentiel Télé 7. Oui. Je faisais la campagne contre la organisation. Tu m'avais demandé, est-ce que Féchet est au pouvoir? On n'est pas au pouvoir. Il faut une prise de conscience. Tu vois, les drames, nous, la chance peut-être qu'on a, on a accès à des informations que le peuple n'a pas. Je suis journaliste, j'ai fait presque le tour du monde. Je connais tous les grands du monde ici. Nous discutons. Mais quand vous êtes informé, vous faites comment? Vous attendez qu'on vous demande de faire? Non. Mais vous prenez l'initiative, vous faites le travail. Les gens aujourd'hui parlent de la balkanisation. Est-ce qu'ils savent dans quelles conditions on l'a fait avec Télé 7, avec le groupe de presse de Potentiel? Je le faisais avec mon salaire, avec l'argent du Potentiel. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait là, c'est mon propre argent. Il y a des amis qui peuvent aider. Je dis des amis, ce n'est pas le gouvernement congolais. Il y a une différence. Donc, si un tel mouvement est repris par le gouvernement, vous allez voir, ça va changer. Et malheureusement, nous sommes tous à la mangeoire. Tout le monde devait faire de la politique une profession. C'est ça le comble en RDC. Parce qu'on n'arrive pas à intérioriser ce que les scientifiques donnent comme idée. Lorsque les scientifiques se taisent, les politiques sont en train de... Non, je pense que ce n'est pas leur faute. Ah, c'est votre faute? Non, la pensée s'impose d'elle-même. Si vous donnez l'information, le peuple va s'identifier à vous. Ce n'est pas les politiques. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Il y a la liberté d'expression ici. Vous voyez combien de gens dans la presse parlaient? Je te prends l'exemple simple. Ils sont tous embourbés dans la politique. Non. Ils sont à la mangeoire. D'un côté, de l'autre côté, ils ont peur. Je te prends l'exemple du Rwanda. Dans ces pays, il y a 20 ans, personne ne pouvait même pas citer le nom de Kagame. Qui pouvait parler ici? Personne. C'est quand Fachi est venu parler
Aujourd'hui, certaines commencent à discuter, mais ils ne sont pas clairs. Donc c'est notre faute, parce qu'on ne sait pas s'assumer. Quand on est élite, on s'assume. L'élite congolaise, quinoise en particulier, ne s'assume pas. Chacun se bat pour avoir un petit poste, manger, dormir, ce qui l'intéresse, mais on ne sait pas le Congo d'ici 10 ans, 20 ans. On ne sait pas d'ici 2030, le Congo sera dans quel état. Tout le monde se bat. Il y a le gouvernement, chacun cherche un poste. Pour faire quoi avec les postes ministériels? Oui, pour construire un immeuble. Construire un immeuble, il y a 12 étages. Il dit non, non, moi j'ai construit. Ouais. Mais il oublie que dans 10 ans, 20 ans, les enfants peuvent devenir les esclaves d'autres peuples. Et c'est là où nous partons. Mais quand vous avez une élite qui est informée, qui est consciente, cette élite doit informer les autres. Et tout doit passer par des médias. Donc il faut une politique de communication nationale. Et c'est important. Je te prends l'exemple du Cameroun. Je connais très bien. Il y avait l'affaire de Boko Haram au nord. Ouais. Mon ami, le professeur Jamel Pondi, à Yaoundé, il a convoqué toute la presse pour leur dire qu'il y a de la guerre là-bas. Faites attention avec des manipulations de l'Occident. Quand vous donnez vos informations, sachez d'abord vérifier. Et si l'information contre votre propre pays, vous ne voulez pas la donner en disant que c'est la liberté d'expression. C'est la naïveté. Est-ce que ça existe? Tu vois des individus qui sortent, qui attaquent notre propre pays, les Congolais. Ça signifie qu'il n'y a pas une certaine organisation, une certaine canalisation de l'information. C'est un problème de l'homme politique congolais. C'est lui qui gère. Du gouvernement. Ouais. Un problème du gouvernement. Parce que, il n'y a pas de politique de communication. Vous êtes professionnel. En tout cas, c'est du n'importe quoi. C'est qu'on vit en RDC. Ouais. Donc, dans une ville de 15 millions d'habitants où nous retrouvons plus de 200 chaînes de télévision et de radio, c'est vraiment inconcevable. Vous savez, moi, c'est quelquefois... Vous avez été dans cette sphère-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour contrecarrer tout ça? Non, moi, j'étais dans le privé. Ça, c'est autre... Oui, j'étais le patron de la RTNC. Vous devrez toujours avoir un mot à dire pour permettre à ce que votre pays puisse... Non, ce sont des discussions intellectuelles qui doivent se faire au niveau des instituts ou bien des universités qui s'occupent de la communication. Normalement, vous avez les FASIC, Faculté catholique, UNIKIN, IPEN, qui forment des journalistes. UCC. Normalement, ces intellectuels, ces professeurs devraient faire un débat sur les médias au Congo. Il n'y a rien. Tous ont peur. Tous ont peur de perdre des privilèges et surtout chacun cherche du travail. Voilà pourquoi ils n'ont pas la liberté d'expression ou bien la liberté intellectuelle. Donc ce sont les intellectuels qui doivent monter la voie à suivre. Ce n'est pas normal que les pays soient occupés aujourd'hui. Vous ouvrez le journal avec autre chose. Ça pose un problème. Ce n'est pas normal que les pays soient occupés aujourd'hui. Ça fait 2 ans, les gens sont au stade en train de danser. Ça pose un problème. Donc il faut qu'il y ait quand même une touche politique pour donner des orientations. Nous sommes en guerre. Nous faisons quoi? Il faut d'abord informer notre peuple, montrer les enjeux et préparer l'opinion pour chasser ceux qui occupent notre territoire. C'est comme ça que ça se passe. Oui, il est fait quand même. Hein, je n'aime pas entrer dans des... Non, mais pourquoi vous ne voulez pas accepter? Non, je n'aime pas entrer dans des pressions. Écoute, je suis très clair maintenant. Oui. Nous sommes en communication. Vous avez votre narratif. Bendele. Ekoyate. Ok. Vous avez maintenant un autre, on dit 30 ans, ça suffit. Dis-moi dans Mais ce sont des concepts. Ce que j'ai dit maintenant dans ces narratifs, est-ce que ça pousse les gens à se battre? Non. Tu vois ce que j'ai porté? Holocauste au Congo. Il y a 10 millions de morts. En bas, non-albanisation. Nous devons faire partie des moyens pour faire connaître nos morts et engager des poursuites judiciaires contre Kagame, Museveni et l'administration occidentale. Ça, c'est le gouvernement. Deuxième chose, le pays est occupé. Vous faites comment pour chasser ces gens? C'est le travail des médias. Vous préparez à notre peuple, il y aura la guerre, on va se battre. Nous ne serons pas les esclaves, ni des Rwandais, ni des Ougandais. Mais quand vous dites Bendele Koyate, ça suffit 30 ans, donc ce n'est pas actif, en quelque sorte. Ça devient comme du déjà entendu. Non, c'est au lieu de donner quand quelqu'un a la malaria, au lieu de donner de chloroquine ou bien une vaccine, vous donnez de, comment on appelle ici, contre la fièvre. Oui, oui. La dipyrone. Tout simplement. Donc,
Pour moi, en tant que... c'est une diversion. Ah bon? Oui. On devrait aujourd'hui... Oui. On devrait aujourd'hui dire à notre peuple, nous sommes occupés. Chaque jour, quand vous ouvrez le journal, notre peuple est occupé. On devrait dire à notre peuple, il y a 10 millions de morts. Ces gens-là doivent être jugés. Mais quand vous venez avec un Bendele Koyate, votre nom, ça suffit, ça ne marche pas. Il faut changer de narratif, il faut passer à l'action. Et faire des reportages sur le terrain. Moi, ça m'étonne de voir que notre pays, on a beaucoup de difficultés. On vous parle de 9 millions de déplacés internes. Aucun reportage d'une télévision nationale. Mais ce sont toujours les multinationales qui engagent les journalistes pour donner la première information. C'est ça aussi. Vous avez été à la RTNC. Oui. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas envoyé les journalistes à l'Est. Parce qu'à cette période, en votre période... Je t'informe ceci. À la RTNC, j'ai fait 6 mois en tant que DG, après le décès de Kabila. Aller demander aux gens ce qu'on a fait comme travail. Mais cela n'empêche pas que les privés les fassent. Vous avez une télévision Univers TV. Vous avez des moyens. Vous décidez demain, on va faire les reportages dans les camps de réfugiés. Avec les regards d'un Congolais. Pas d'un occidental. Vous ne le faites pas. Maintenant, pour s'informer sur notre propre pays, nous devons regarder ce que France 24 et News. Mais ils ont le regard occidental. Et généralement, ils défendent leurs intérêts. Et surtout, ils sont proches de Kagame. Il ne faut pas être naïf. Et tant qu'on n'a pas compris qu'il faut, à notre niveau, qu'on fasse un travail sur le terrain pour parler de nos problèmes, on ne s'en sortira pas. Donc, en dehors du gouvernement, il y a aussi les privés. Parce que les privés, vous-même, vous mettez un petit billet. Vous envoyez. Comme vous le faites, pour tenir des conférences. Oui, ça coûte cher, mais il faut le faire. Sans sacrifice, il n'y aura rien ici. Depuis que vous avez commencé à parler de ce que subit la RDC, c'est quoi comme résultat que vous avez déjà récolté sur le terrain? Oui, je pense que quand j'ai commencé en 2009 avec la balkanisation, la lutte contre la balkanisation, j'ai commencé comme intellectuel. Ce n'était pas curiosité. J'arrive à Québec. J'étais dans l'entourage du président Blou Diouf, le secrétaire général de la francophonie. Oui. C'était le sommet, il y avait un sommet sur de la francophonie. J'écris des articles. J'écris mon article. Il y a un Sénégalais qui écrit dans le journal Le Soleil. Mais l'article ne sort pas. C'était curieux. On me paye $200 canadiens. J'ai posé la question à mon confrère, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on va mettre ça sur le site. C'est ce qui a été fait. Mais l'article du Sénégalais est sorti. C'est quand je descends à Paris, non, à Bruxelles d'abord, je vois M. Bertin Mampaka. Il est sénateur ou bien échevin, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant en Belgique comme politique. Mampaka m'explique. Il y a des cartes qui circulent, le Congo est coupé en morceaux. Je descends à Kinshasa, j'étais le vice-président du groupe Les Potentiels, je parle avec Modeste Mutinga, il accepte. C'est comme ça qu'on a commencé, c'est par curiosité qu'on a commencé la campagne contre la balkanisation. 2009, hein. Aujourd'hui nous sommes en 2014, ça fait... en 2024. 24, ça fait à peu près 15 ans. On a tenu, malgré les menaces. J'ai perdu le travail au potentiel à cause de cela. La RTNC. C'est ça comme résultat? Non, le résultat que ça s'est imposé. Aujourd'hui, on parle balkanisation. Oui. C'est parce qu'il y a eu un groupe, je n'étais pas seul, un groupe d'intellectuels congolais, journalistes, qui ont essayé un peu d'alerter l'opinion. Et les Occidentaux ont compris que les gens sont conscients. Ils ont reculé. Maintenant, l'homme politique a récupéré ça. Vous affirmez ici que vous avez perdu le travail chez les potentiels à cause de vos conférences, même à la RTNC? Non, c'est à cause de mes positions sur la question de la balkanisation. Ça dérange le monde occidental. Ah, donc on a instigé le gouvernement de pouvoir vous enlever même à la RTNC? Ce n'est pas le gouvernement. Mais c'est qui alors? Il y a beaucoup de choses, je n'aime pas beaucoup parler. Ah, mais dites-le nous. Non. Dites-le nous parce que nous étions vraiment
on peut bien sûr parler de l'ignorance, parce que nous on croyait que c'est peut-être autre chose. Mais non, les gens pensaient que non. C'est à cause de ce que vous faisiez pour défendre le pays que vous avez été mis dehors. Exact. Vous n'avez pas de différent avec Bouyaya, peut-être dans autre chose? Il n'y a pas de différent. Je vais écrire un livre, mon passage en tant que DG du groupe de presse Le Potentiel, oui, en tant que DG de la RTNC. Je vais écrire un livre, c'est pour l'histoire. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Ok, vous lirez. Prenons du temps. Freddy Mulumba, si il vous était demandé aujourd'hui de parler avec le président de la République pour trouver solution à cette problématique de l'Est, qu'allez-vous lui dire? Je pense que le président, c'est la seule personne la mieux renseignée et informée. Il a toutes les informations. Oui, mais en termes de stratégie. Oui, il y a des gens qui travaillent avec lui et qui sont capables de le dire, qui lui disent ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est... vous savez, le président peut avoir la bonne volonté. Il faudrait qu'il y ait le soutien. Le soutien au niveau des médias. Oui. Au niveau des médias, pour former l'opinion, mais aussi au niveau des universités. Je prends l'exemple. Il était là-bas. Il a parlé de la révision des contrats miniers que les Chinois ont signé avec le Congo. Et puis ils sont partis, le président est parti en Chine. On avait débloqué un montant. Est-ce que dans les médias, on en a parlé? Parce que maintenant, il faut que l'information circule. Il faut que la population soit au courant. Mais ici, chez nous, nous en avons parlé très longuement. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Je pense que pour le moment, ce qui se passe, d'abord, vous n'êtes pas comme la RTNC. La RTNC au village, même s'il n'y a pas d'antenne, donc même s'il n'y a pas de canal plus, tout ça, on peut voir, on peut regarder ça. Ils sont en clair. Vous êtes sur les bouquets. Donc, ceux qui vont vous suivre, ceux qui sont les bouquets canal plus ou bien les autres, vous voyez le problème. Donc si votre combat jusqu'ici, c'est la RTNC. Non, j'ai dit ceci. Si vous étiez comme la RTNC, ce serait beaucoup plus facile. Ce que vous faites, la RTNC ne le fait pas. C'est le plus grand problème. C'est un média public. Vous êtes un privé. À quoi c'est le média public? Donc il faudrait que la RTNC fasse ce que vous faites là. Mais j'ai comme l'impression qu'en tout cas, on a une autre compréhension lorsqu'on parle d'un média public. Ouais. On a vraiment une autre compréhension. C'est justement pour relayer ce qu'on a fait, audience et autres. On ne sait pas informer réellement le public. La mission qu'on donne à un média public, elle n'est pas du tout connue. Non. La mission, donc le rôle d'un journaliste, c'est d'informer. D'abord, les journalistes. Je parle du média public. Non, je parle d'abord d'une manière générale. Ouais. Celui qui donne les informations à la RTNC est d'abord les journalistes. Avant d'être journaliste d'État, en quelque sorte, fonctionnaire, il est journaliste. Il y a des principes ou bien des règles journalistiques qu'il faut respecter. Je prends l'exemple. On ne demande à personne je dirais un peu les médias publics, de faire ce qu'ils font là. C'est du clientélisme. Ah bon? Oui. Ça signifie quoi? Quand vous voulez informer les gens de 20 heures, le monde entier suit, le monde entier veut savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. On ne suit pas les privés, on suit les médias publics. Il faut maintenant hiérarchiser les informations. Ça signifie que vous n'allez pas avoir un ministre qui reçoit un autre ministre, il n'y a pas d'information. Ça ne doit pas passer à 20 heures. Normalement, aujourd'hui, je prends l'exemple, le président est sorti. Tout journal, que ce soit privé, tout comme public, la première information, c'est le voyage du chef à l'étranger. C'est capital. Maintenant, vous pouvez demander aux gens de donner leur position. Le soir, un grand débat sur le voyage du président et les enjeux. Ouais. C'est ça un peu. Oui, c'est ça un peu d'être journaliste. Mais quand vous voyez la plupart de nos journaux, c'est des reportages, tel arraché, tel ministre, et puis il y a des fois les gens payent, et c'est pas professionnel. Alors, Freddy Mulumba, parce que nous touchons déjà vers la fin de ce magazine, si la crème intellectuelle n'arrive pas à se lever, donc la situation de l'Est va perdurer. Nous risquons de perdre le pays. Vous savez, ça fait 2 ans. On a occupé, non? Entre-temps, Kagame et Museveni placent les leurs.
Les Occidentaux sont derrière. Et puis, changement de narratif, aujourd'hui c'est 30 ans, ça suffit. Ça ne change rien sur le terrain. Maintenant, ça explique à notre peuple les dangers que Kagame... Mais on voit quand même les grands professeurs défiler pour expliquer. Oui, ils expliquent, mon cher ami, nous sommes dans les métiers. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut un engagement solide. Kagame, Museveni doivent quitter le territoire congolais. Et le président le dit ouvertement. Ce n'est pas ce qu'on fait là. C'est expliquer aux gens comment il faut faire pour faire partir ces gens de notre territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, c'est donner l'information. Comment on le fait là? Faire des reportages sur le terrain. C'est la première chose à faire. Deuxième chose, il n'y a que la guerre. Vous avez l'impression ici, les gens ont peur de la guerre. La guerre, c'est une très bonne chose, ça, parce que quand la guerre termine, vous gagnez, vous êtes libre et indépendant. Si vous perdez la guerre... Il n'y a que deux choses, ou vous la gagnez, ou vous la perdez. Oui, si vous la perdez, vous devenez esclave des autres. Donc si aujourd'hui nous perdons la guerre contre les Rwandais, si on ne parvient pas à les chasser, ils vont rester éternellement. On n'a pas d'autre choix. Voilà les discours qu'il faut expliquer à notre peuple. Même si aujourd'hui ils peuvent s'entêter, après 5 ans, 10 ans, il faut les chasser du Congo. Ce n'est même pas les Rwandais. Je viens te dire ici que ceux qui nous font la guerre sont des gens qui étaient à Berlin en 1885 qui pensent que les richesses du Congo leur appartiennent. Donc, on n'a pas d'autre choix. Mais ça n'empêche pas qu'on engage des discussions, qui est la diplomatie. Mais en fin de compte, et moi je suis sûr, on engagera une guerre patriotique, on va mettre tous ces gens dehors. Et ça sera la libération du Congo. Merci beaucoup pour votre optimisme. En tout cas, nous espérons que cela va marcher. Si vous arrivez bien sûr... Ça sera fait. Ce n'est pas un espoir. Ça sera fait. Si vous n'êtes pas capable de le faire, les enfants vont le faire. Ah oui, hein? Parce qu'aucun peuple du monde ne peut accepter d'être dominé éternellement. Ça ne se fait pas. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. Lui, c'est Freddy Mulumba. Il évoque plusieurs questions, surtout celles qui touchent la République démocratique du Congo avec ses ressources minières. Nous aurons encore la chance de le recevoir très prochainement sur ce plateau pour aussi évoquer d'autres questions liées bien sûr aux enjeux économiques, également sur le plan politique. Nous allons nous retrouver très prochainement. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Le magazine Savoir Plus, c'est pour bientôt, à la prochaine fois. Merci. Je vous en prie.